Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Club Indé, notre club de la presse indépendante. Vous savez, notre nouvelle émission mensuelle. Alors, cette semaine, nos invités sont Dan Israël du service économique et social de Mediapart. Bonjour. Salut Dan, tu es aussi un ancien d'Arrêt sur Image, il faut le dire. Voilà. Nous avons en visio Olivier Petitjean, qui travaille au média Bastamag et qui co-dirige l'Observatoire des multinationales, dont nous allons parler assez longuement dans cette émission. Salut Olivier. Bonjour. Merci de l'invitation. Et puis nous avons en visio aussi, depuis Orléans, l'homme que j'appelle le scooper d'Orléans, qui est Mourad Guichard, qui est correspondant à Orléans pour le Canard enchaîné, et qui travaille aussi pour Mag Centre, un magazine indépendant local. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et tous et merci également pour l'invitation. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi sur le plateau Paul Aveline d'Arrêt sur Image. Bonjour. Alors avant de plonger dans l'émission, je voulais faire un petit tour de table parce que c'est un petit peu ce qu'on fait maintenant avec le Club Indé. On essaye de tracer un portrait rapide des médias qui sont invités et surtout de leur modèle économique. Alors je voulais commencer par vous, Dan. On va se vous voyer, c'est Très bien. De quoi vit Mediapart? Quel est le modèle économique de Mediapart en quelques mots? Selon son slogan célèbre, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. En gros, on ne fonctionne que par les abonnements qu'on agrège et ça marche plutôt très bien pour Mediapart. On est autour de 200 000 abonnés, ce qui fait un chiffre d'affaires colossal et des bénéfices non moins colossaux pour 2020, 4 millions d'euros. Donc ça marche très très bien. Une réussite très impressionnante. Pas de fondation qui donne de l'argent de temps à autre pour certaines Pas de enquêtes. fondation qui donne de l'argent, non. D'accord. D'ailleurs, on peut peut-être dire que Mediapart, au contraire, s'est d'ailleurs transformé en fonds de dotation, en une sorte de fondation, pour qu'il n'y ait plus d'actionnaires physiques. Olivier Petitjean, est-ce que vous pourriez nous résumer le modèle économique de Bastamag et de l'Observatoire des multinationales? Bien sûr. Donc nous, on est un média associatif publié par une association qui s'appelle Altermédia. Et donc il y a ces deux sites, le Bastamag et l'Observatoire des multinationales, plus quelques autres projets. Et notre modèle, donc nous, on n'est pas sur abonnement, on est en accès libre et gratuit, et on est sans publicité. Donc nos deux sources de revenus, c'est les dons des lecteurs, donc pas sous la forme d'abonnement. Et nous, par contre, on a notamment pour l'Observatoire des multinationales, on a des subventions de fondations. Voilà. Notamment, vous pourriez citer la principale? Il y en a une effectivement en France par rapport à d'autres pays anglo-saxons, notamment. Il y a moins de fondations qui financent les médias d'intérêt général, etc. Donc nous, on a été particulièrement soutenus par une fondation qui s'appelle la Fondation Charles-Paul Maillard, qui traditionnellement n'était pas trop dans le monde médiatique, qui finançait plutôt des ONG, des clubs de recherche, etc. Et parce que, sous l'angle en tout cas des multinationales et un peu du travail que fait Basta autour des médias libres, des réseaux de médias libres, a souhaité soutenir un peu notre travail. D'accord. Alors, j'ai regardé les chiffres, j'ai vu des chiffres de 2018, c'est un petit peu ancien, où en gros c'était 45,5% les fondations et 45,5% les dons des abonnés. Est-ce qu'on est toujours un petit peu dans ces eaux-là, un tout petit peu de subventions en plus? Voilà, donc à l'époque, on a effectivement des subventions publiques sous la forme d'emplois aidés qui sont épuisées, donc on n'en a plus du tout. D'accord. Il arrive occasionnellement qu'on fasse des prestations, là encore pour l'Observatoire du multinational, pour des syndicats ou des ONG où on fait des recherches. C'est vraiment de la prestation de service. Ouais. C'est une petite source de revenus. Et par rapport à l'équilibre que vous dites, les dons ont augmenté, donc on a dépassé les 50%, mais on dépend, notamment l'Observatoire du multinational, dépend encore des soutiens de fondations. D'accord, très bien. Mourad Guichard, le Canard enchaîné, on sait comment ça fonctionne, hein, c'est un succès de très long terme qui repose sur les abonnés. Pour Mag Centre, un petit mot sur le fonctionnement de ce magazine orléanais web. Il est certes beaucoup orléanais, mais il a vocation à rayonner sur la région, d'où son nom, hein, d'ailleurs Mag Centre. Et il s'inscrit dans la région Centre-Val de Loire. Que personne ne connaît, en fait, personne ne connaît vraiment les frontières, mais c'est comme ça. C'est un média associatif qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Okay. Et il y a une particularité, en fait, c'est-à-dire que c'est composé à la fois de journalistes indépendants, journalistes pigistes, et de contributeurs, donc de gens qui sont là bénévolement et qui viennent apporter leur contribution sous forme souvent notamment de billets, et qui vit essentiellement de dons, de subventions et de vente d'espaces publicitaires.
Alors, donc ça retire une petite partie d'indépendance, puisque dans les faits, on voit qu'effectivement, on peut écrire vraiment sur n'importe quel sujet, y compris institutionnel. Ce n'est pas cette dépendance partielle à des espaces publicitaires, à la vente d'espaces publicitaires, notamment pour des institutions locales, qui font que Maxentre ne pourrait pas s'exprimer. D'accord. Et donc, ça vient jouer un rôle de contre-pouvoir. Localement, un rôle de contre-pouvoir, enfin, pour la part que j'en donne, un rôle de contre-pouvoir qui vient secouer un peu le cocotier. Oui, on va en parler. Voilà. Oui, pas qu'un peu. Merci à tous les trois pour ce petit tour de table des modèles économiques. Paul, on va commencer avec vous. Vous avez écrit un article sur la manière dont les médias ont qualifié ou tenté de qualifier idéologiquement le jeune gifleur d'Emmanuel Macron atteint l'Ermitage dans la Drôme. Et alors, la proximité avec les idées d'extrême droite n'a pas été tout de suite identifiée. Comment ça s'est passé, en fait ? Alors, au début, c'est vrai qu'on peut dire que c'était un peu flou. On avait un élément, c'était ce cri « Montjoie-Saint-Denis » que Libé est le premier à repérer et à expliciter, en liant ce cri au cri des rois de France, à l'époque capétienne. Et surtout, Libé rappelle qu'en 2018, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, avait été entarté par un militant de l'Action française, qui est un groupuscule royaliste d'extrême droite, et qu'il avait crié Montjoie-Saint-Denis. 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 Comme dans les visiteurs. Comme dans les visiteurs. Et surtout, donc, on a ce premier élément, et puis le Figaro en apporte d'autres dans la journée. Alors, il le considère comme un geek fan du Moyen-Âge, je cite. Mais ils ajoutent quand même que son activité sur Internet laisse penser qu'il est en tout cas assez proche de l'extrême droite. Il suit l'Action française, justement. Il suit des gens comme Julien Rochdy, qui était avant au Rassemblement national, ou Papacito, qui a fait lui aussi beaucoup de bruit cette semaine. Et le Figaro ajoute qu'il serait proche de la mouvance des Gilets jaunes, mais sans plus de précision. Alors, le titre est un peu gentil, le contenu de l'article est plus explicite. Voilà. Alors, il y a un endroit où il ne fallait pas mentionner, par contre, les sympathies du gifleur pour l'extrême droite, et c'est sur le plateau de Pascal Praud, l'heure des pros sur CNews, même si Olivier d'Artigol, un élu communiste qui est chroniqueur à l'heure des pros, a essayé de dire les choses. Regardez comment ça s'est passé, c'est un montage de Paul. On va évidemment parler longuement de cette gifle. Là, c'est une gifle qui s'abat sur le président de la République. Mais vous comprenez ce que Montjoie-Saint-Denis abat la Macronie, qui est le signe aujourd'hui de ralliement d'une extrême droite royaliste. On va quand même qualifier les faits ou pas ? On va pas qualifier les faits. Ça commence à l'extrême droite et on va pas qualifier les faits ce soir. Tombez pas dans tous les pièges. Arrêtez, soyez pas dans tous les pièges. Non, soyez gentils. Vous vous souvenez des images de l'invasion du Conseil régional d'Occitanie ? Donc on va faire une émission. On va faire l'émission Bisounours. Non mais Olivier, arrêtez. Qui a fait le coup ? Moi, je serais un tout petit peu plus en retrait. Ils n'ont pas de casier judiciaire, donc on va pas commencer à dire qu'ils sont d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, etc. C'est pas le sujet ce soir. Montjoie-Saint-Denis. Non, n'entrons pas là-dedans. Je vous ai demandé de ne pas entrer là-dedans. Vous n'allez pas me faire l'émission là-dessus. Je vais m'énerver. Le fait que c'est un débat qui n'a pas de sens. Alors, est-ce qu'on peut le clore ? Ces mots ont été prononcés. Est-ce qu'on peut le clore maintenant ? On a dit, est-ce qu'on peut le clore maintenant ? Ils ont été prononcés. Oui, est-ce qu'on peut le clore ? Pardonnez-moi, si c'est un royaliste, c'est pas non plus l'extrême droite, tout ça est. Ah, quand même. Mais c'est groupusculaire, à l'extrême droite. Mais en effet, c'est plus marqué à l'extrême droite. Bon, certains vont chercher à intellectualiser. On peut aussi dire que c'est un pauvre diable. On a le droit de le dire comme cela. Vous voyez, et que c'est une marque de bêtise. C'est très intéressant le profil de l'agresseur parce qu'évidemment, tout est instrumentalisé. Dès hier soir, on était avec Olivier d'Artigol ici qui dit extrême droite, royaliste. Alors, on ne sait pas s'il est extrême droite ou pas. Visiblement, il est anard. Je même pas un peu de tout. Voilà. Un peu de tout. Dan, je vous ai vu soulever les sourcils alors. Oui, on ne peut que rire, je suis désolé, mais voilà. Si cet agresseur avait peut-être un nom à consonance arabe, voire aurait une tête d'arabe, ou alors, je ne sais pas, sur YouTube, suivrait je ne sais pas quel leader qualifié, désigné comme un leader islamo-gauchiste, je ne pense pas qu'ils en seraient à se dire que c'est un pauvre diable, qu'il faut fermer le débat, que c'est bête. Voilà, évidemment, c'est quand même vraiment risible, quoi. Mourad, Olivier, vous aviez vu cette réaction de Pascal Praud sur les accointances politiques. Mourad, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je l'ai vu sur Arrêt sur Image, justement. Et effectivement, très bonne lecture. Via Twitter. J'invite à suivre le compte Twitter d'Arrêt sur Image. Il y a toujours des perles assez amusantes. Je rejoins ce que dit Dan. Alors, si vous avez éventuellement vu la fameuse vidéo Potache qui se moque de l'émission de Pascal Praud, là, on a l'impression qu'il se moque lui-même de la vidéo, qui se moque de lui.
Sébastien Toen, ouais. Oui, c'est ça. Qui a valu son licenciement à l'humoriste. Hein. Il y a eu des conséquences dramatiques pour lui. Mais là, je trouve vraiment qu'on est dans la, on dirait un sketch. Et je rejoins Dan sur le fait qu'on ne peut qu'en rire. J'ai noté notamment quand que la personne n'a pas de casier judiciaire, le gifleur n'a pas de casier judiciaire, donc on ne peut pas le qualifier d'extrême droite. Alors, je trouve marrant de faire le lien entre être d'extrême droite et avoir forcément un casier judiciaire. Et d'être royaliste n'est pas d'extrême droite, c'est tout aussi drôle. Imaginez que l'Action française n'est pas un groupuscule d'extrême droite, c'est juste un décalage complet du champ politique et ça brouille complètement les cartes. Paul, aujourd'hui, 3 jours après l'incident, est-ce que c'est plus explicite la manière dont il est qualifié, dont ses accointances ou ses sympathies idéologiques sont qualifiées? Ouais, alors on y voit un peu plus clair, notamment parce que Damien Tarel, c'est son nom, il s'est exprimé pendant son procès. Et en comparution immédiate, il a revendiqué plusieurs choses. Un ancrage politique à droite, il s'est dit patriote, et par ailleurs, il s'est aussi dit investi, je cite, pour défendre les Gilets jaunes. Ça, c'est le compte-rendu du procès qu'a réalisé Marianne. On avait aussi appris un peu plus tôt que pendant sa garde à vue, il avait expliqué avoir des convictions traditionnelles de droite ou d'ultra-droite. C'est peut-être assez clair maintenant. Et puis, ça va vous intéresser tous. Damien Tarel s'en est aussi pris aux médias pendant son procès. Et devant la cour, il a demandé qu'est-ce que les médias, si ce n'est un peu de manipulation. Aujourd'hui, en tout cas, il dort en prison. Et il a écopé de 18 mois de prison, dont 4 fermes et d'une privation de ses droits civiques pendant 3 ans. Et voilà, merci beaucoup, Paul. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Dan Israël, votre média a enquêté sur le fameux gifleur d'Emmanuel Macron, mais aussi sur les youtubeurs d'extrême droite, dont il a beaucoup été question ces derniers jours, suite à la fameuse vidéo de Papacito et Code Reno que vous avez dû voir. Nous vous en avons parlé sur le site, hein, qui sont des youtubeurs qui appelaient assez explicitement au meurtre de militants, d'électeurs de la France insoumise. Alors, est-ce que vous avez l'impression, tous les trois, j'ai commencé par vous, Dan, est-ce qu'on est dans un moment particulier? Est-ce qu'on est dans ce moment, on parle de fascisation, on parle de violence politique, est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que Mediapart ressent ça? Je crois que oui, j'ai une de Mediapart en tête. Oui, nous avons un très beau parti pris, donc un éditorial de Edoui Plenel, fondateur et président de Mediapart, disant cela, et un très beau titre signé Michael Aschenberg, que je salue au passage. L'extrême droite, ça clique et c'est claque. Voilà. Excellent titre, effectivement. En fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que Lucie Delaporte avait déjà fait un article sur ces youtubeurs d'extrême droite, dont Papacito, et qui, effectivement, je trouve ça assez fou qu'on se demande où on en est. En fait, on en est à un moment où on peut simuler l'exécution d'un opposant politique et présenter ça comme une blague. Donc il y a quand même un mélange qui est typique aussi du Trumpisme et des soutiens américains je mets beaucoup de guillemets, de l'alt-right, donc de l'extrême droite américaine qui se présente comme un peu ironique, un peu subversive, et puis beaucoup d'extrême droite quand même. Donc il y a un mélange assez fort entre dérision, subversion et message politique assez clair. Et il se trouve que également mes collègues Mathieu Suc et Marine Turki ont lancé une enquête il y a plusieurs mois, et donc publient des articles réguliers sur cette mouvance terroriste d'extrême droite qui inquiète beaucoup les services de renseignement. Et il y a il y a quelques jours, un rapport du parquet général de la Cour d'appel de Paris qui fait le point un peu sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France des groupuscules terroristes d'extrême droite. Et donc il y a des antiféministes, des anti-gauchistes, Et ce que racontait le rapport et ce que racontaient mes collègues correspond en fait beaucoup au profil. Alors évidemment, les faits ne sont pas du tout les mêmes, on parle d'une gifle et pas du tout d'un crime, mais les profils de gens qui sont capables ou susceptibles de passer à l'acte ou en tout cas de se lancer, se montrer dans la lumière et aller au bout de leurs idées, correspondent assez fortement à ce jeune homme Damien Tarel qui a été condamné, qui a giflé Emmanuel Macron. Olivier Petitjean, votre sentiment, est-ce que vous sentez cette atmosphère fascisante? Est-ce que vous sentez cette montée d'une certaine violence politique? Est-ce que c'est au contraire parce que c'est surexposé? Comment vous sentez les choses? Les deux, l'un participe de l'autre. C'est sûr qu'on entend une libération depuis plusieurs années d'ailleurs, mais il y a un effet d'engrenage qui est facilité par plusieurs aspects. Donc il y a cette montée de cette mouvance un peu fascisante. Et ce qui est inquiétant un peu en France, c'est le côté institutionnel. On a Dan citait Trump, on a quand même l'impression qu'au niveau des institutions françaises, la police, d'autres, le répondant ou la complaisance avec cette mouvance est plus forte et plus poreuse, ou qu'il n'y a pas la capacité de résistance. Donc c'est un peu, en termes de politique, c'est un peu ça qui est
à la limite plus inquiétant que le fait que cette mouvance, effectivement portée par certains médias, par les réseaux sociaux, etc., se fasse entendre et joue. Effectivement, on voit une importation claire de modèles américains, de choses qu'on a vues débarquer aux États-Unis et qui maintenant débarquent en France. Mourad Guichard, votre sentiment? Moi, il est identique. Il y a quelques années encore, c'est pas si vieux que ça. Il y a quelques années encore, il fallait vraiment aller fouiller dans les librairies ou les magasins de presse spécialisés pour aller retrouver des brûlots du type Le Crapouillot ou d'autres journaux d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est complètement open bar. Et c'est open bar pas seulement chez Zemmour. Zemmour, d'ailleurs, il faudra quand même un jour on se pose la question, nous les journalistes, de la manière dont on peut régler les conflits, parce que jusqu'à aujourd'hui, le CSA ou le Conseil de déontologie des journalistes, très honnêtement, n'a pas du tout de pouvoir. Ils ont un pouvoir d'amende pour le CSA, mais en fait, visiblement, CNews et Bolloré s'en moquent éperdument. Ils payent et ils maintiennent à l'antenne un mec comme Zemmour. Et par exemple, quand Zemmour prend la couleur du vert pour Europe Écologie, les Verts, et qu'il assimile ça, ils disent qu'ils ont choisi le vert pour coller à l'islam et à l'islamisme radical. À partir du moment où on peut sortir une telle énormité, ça devient un problème. Mais juste pour finir là-dessus, le vrai problème pour moi, et c'est là que ça devient très, très grave, c'est que des gens comme le Printemps républicain, par exemple, ou Raphaël Enthoven, très récemment, qui a écrit qu'il préférait voter Marine Le Pen que de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un peu repris depuis, mais bon. Oui, mais non, il a écrit. Après, il a rétro-pédalé comme il sait le faire. Mais je veux dire, quand un intellectuel des plateaux télévision dit de gauche profère des choses comme ça, là, je pense qu'il y a c'est open bar, quoi. Il y a une ouverture des portes et des vannes qui fait que si on hésite encore un tout petit peu à voter Marine Le Pen, effectivement, sur cette base-là, on peut dire, bah oui, y compris des gens de gauche, des intellectuels qu'on voit partout à la télévision, disent que c'est possible de voter Marine Le Pen. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux encore. Il y a des lignes qui sont franchies. Dans l'actualité très riche de cette semaine, il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon. Vous le savez, le leader de la France Insoumise est accusé d'avoir tenu des propos à teneur complotiste sur les attentats, les agressions qui peuvent survenir très opportunément à quelques jours d'un premier tour d'élection présidentielle, par exemple. Et ce lundi, donc le lendemain de ces propos controversés, il a fait une conférence de presse pour dénoncer la vidéo du youtubeur d'extrême droite dont nous parlions, Papacito, puisque, évidemment, dans cette vidéo sont visés les électeurs, les militants de la France Insoumise. Alors, je voudrais qu'on regarde la manière dont BFM a retransmis une partie de cette conférence de presse. Regardez. Priorité au direct, on vous le disait, Jean-Luc Mélenchon devait s'exprimer, c'est maintenant. Avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve, l'alerte que je veux lancer, après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur YouTube contre les électeurs insoumis, je crois indispensable de vous montrer de quoi il s'agit, de vous montrer la netteté de la violence qui est suggérée. Voyez ces images. La commu. Aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est par balle. Vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean Mélenchon. Peut-être qu'ils seront démunis si il y a quelque chose de pas prévu qui se passe. Il y a des chances. Hein. Voilà, dans les années prochaines. Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête. Après dire de la merde et se prononcer en faveur de... Alors c'est ce qui s'appelle une manœuvre politique et en réalité nous-mêmes en plateau sommes extrêmement gênés de ce qui est en train de se passer. Anne-Sora Dubois, on rappelle quand même, parce que là on est dans l'illustration absolue de ce que l'on appelle un contre-feu. Une tentative de détourner l'attention de la part de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui, visé par des critiques, n'est pas de n'importe où, de ses propos complotistes d'hier concernant les actes terroristes ou en tout cas les faits divers dramatiques qui peuvent survenir juste avant une élection présidentielle. Il faisait le lien entre les deux. Tout ça, c'est écrit d'avance, je le cite. Et au lendemain de ces propos qui ont suscité la polémique, non pas simplement au sein de la classe politique, mais aussi et surtout chez les familles de victimes, il cherche un peu à se défaire de cette polémique. On va retourner écouter Jean-Luc Mélenchon en espérant ne pas avoir à subir la vidéo qu'il vient de montrer à l'instant. Voilà, un drôle de moment, interruption de la conférence de presse. Nous sommes gênés de ce qui se passe, dit le présentateur de BFM. C'est une manœuvre, c'est un contre-feu. Alors, on ne sait pas trop si il est gêné par... il a l'impression d'être pris en otage par la conférence de presse de Mélenchon ou s'il n'a pas envie de montrer des images de Papacito. Comment est-ce que vous interprétez les uns les autres Mourad, cette séquence étrange ?
Ah bah, elle est plus qu'étrange, parce que si je ne connaissais pas de visu les personnes qui interviennent, notamment le confrère, vraiment j'aurais pensé à plutôt un opposant politique à Mélenchon, qui donne son point de vue politique et pas du tout son point de vue journalistique. Donc soit on décide de passer ça dans son intégralité, ensuite on en débat, mais de le couper et de prétexter ça, je trouve ça absolument étonnant, d'autant qu'il y a quand même sur Papacito, il y a quand même quelques petites remarques, à savoir que Darmanin lui-même, qui est très apte et habile, et qui à chaque fois va dégainer, même sans savoir le commencement du début du dossier, va dégainer au moins un tweet de condamnation. Là, il y a eu un silence quand même pendant un petit moment assez troublant, et je ne sais pas s'ils ont été gênés effectivement par la mise en scène morbide, alors que par ailleurs, BFM n'est pas connu quand même pour retenir des images violentes. Donc là, je pense que c'est quand même ad hominem, c'est une attaque ad hominem contre Mélenchon. Très étonnant de la part d'un journaliste. On sent qu'il se sent pris en otage par la démonstration. Dan, Israël. Oui, moi, je me demande quand même s'ils ont pas peur de se faire condamner pour avoir diffusé les images de Papacito. Enfin, il y a un truc qu'ils n'ont dit, quoi. Parce qu'ils coupent au moment de la vidéo et puis ils reprennent après. Ils laissent quand même un petit bout de vidéo. Ouais, alors c'est peut-être le temps qu'ils réalisent ce qui se passe. Enfin, je sais pas, ça laisse un sentiment étrange. On a l'impression qu'ils ne disent pas pourquoi ils veulent pas voir cette vidéo. Enfin, j'ai l'impression que l'argumentation n'est pas tout à fait celle qui doit se passer en régie. Ok. Olivier Petitjean, votre interprétation ? Ouais, non, c'est un peu étrange. On a l'impression qu'en fait, justement, comme disait Mourad, c'est le genre de choses qu'eux, ils ont l'habitude de manier, les images choquent. Et ce qui les gêne, c'est que Mélenchon joue à leur propre jeu, en fait. Ils veulent que... Enfin, pas au sens négatif, mais ils veulent pas que... Ils ont un monopole de montrer des images chocs. Ils veulent pas... Ils veulent que Mélenchon reste à sa place et joue le jeu que eux, ils veulent qu'on voudrait lui assigner. On sent un passif quand même entre Mélenchon et les médias qui a l'air indépassable, c'est-à-dire un espèce de cercle vicieux d'acrimonie en fait des uns envers les autres. On va parler aujourd'hui pas mal de journalisme engagé, de journalisme militant, des frontières qu'on a envie de franchir ou de ne pas franchir en la matière. Et je voulais commencer par une belle histoire que vous avez suivie pour Mediapart, Dan Israël, celle de la victoire des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, qui est un hôtel à Paris. Elles ont obtenu d'être augmentées, elles ont obtenu que leur cadence de nettoyage, qui était infernale, soit moindre. 22 mois de lutte, dont 8 mois de grève. Un petit aperçu de ce combat impressionnant qui a commencé en juillet 2019 et qui vient de se terminer victorieusement. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles sont en grève. Elles dénoncent leurs conditions de travail et les bas salaires. Les femmes de chambre en France qui travaillent avec la sous-traitance, il faut qu'elles se lèvent parce que la sous-traitance, c'est de la maltraitance. Comme Rachel, elles sont 22 à prendre part au piquet de grève. Quasiment toutes sont en CDI, beaucoup à temps partiel. Elles réclament notamment une baisse de la cadence. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, le deuxième plus grand Ibis en France, sont toujours en grève. Le mouvement dure depuis un mois maintenant. Chaque matin, Rachel Keke se prépare. La mère de famille originaire de Côte d'Ivoire est gouvernante dans un hôtel à Paris. Et depuis un an, elle est le visage de la contestation des femmes de chambre contre la précarité. Au total, elles sont 20 à mener la fronde. Et depuis le confinement, c'est la première fois qu'elles reviennent sur place. On ne peut pas reprendre le travail. Parce que là, on arrête, on monte, on est mort. Voilà, donc, demain, si on arrête comme ça, on monte, là, les enfants vont dire, mais est-ce que vous avez gagné? On va dire qu'on a abandonné. Non, on n'a pas gagné. Voilà, on n'a pas gagné, ce n'est pas un exemple. Donc, il faut qu'on lutte, il faut qu'on soit fort. Et je sais qu'on va gagner. Moi, je sais, c'est pas loin. Ça fait 2 mois que nous sommes en lutte pour les sales conditions de travail, pour l'esclavagisme, pour la manipulation, pour l'humiliation aux femmes de chambre. On est devant les prud'hommes de Paris aujourd'hui. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mais nous sommes venus aujourd'hui parce qu'on avait eu le prud'homme qu'on avait perdu. Donc les syndicats, finalement, on a fait appel avec les syndicats. La fin d'un conflit record, 22 mois de lutte et 8 mois de grève. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles se sont ainsi battues pendant près de 2 ans. Une explosion de joie. Nous sommes fiers de nous. Nous sommes fiers de nous. Franchement, on a tenu ce combat jusqu'au bout.
On a tous un peu la banane quand même en regardant ça, soyons honnêtes. Alors, bien sûr, la presse indépendante, Mediapart, Bastamag, et plus largement les médias progressistes, Libération a beaucoup suivi cette histoire. On a vu dans le montage l'Humanité, Reporter, mais aussi Europe 1, mais aussi France 3, mais aussi le Figaro ont rendu compte de cette lutte. Alors, moi, je voulais vous demander pourquoi, à votre avis, pourquoi nous, pourquoi ça nous fait du bien, pourquoi les médias, y compris des médias auxquels on ne s'attend pas nécessairement, ont relayé cette lutte, d'après vous, qui avez suivi un peu Dan Israël? On a suivi évidemment ce combat et puis on raconte souvent des mobilisations de travailleurs, de salariés, de sous-traitants, sur leurs conditions de travail ou contre leur employeur. Et donc, moi, j'ai d'expérience, je dirais, donc je fais ça maintenant depuis quand même presque 10 ans. Ce qui retient l'attention des médias, c'est l'effet extraordinaire. Donc, une grève de 4 jours devant un hôtel, ça ne retient pas l'attention. Une grève d'ouvrieriers devant leur usine, ça ne retient pas l'attention. Ça ne retient plus l'attention. Ça ne retient plus. Et puis, il y en a beaucoup, il faut trier. Et quand je dis ça ne retient pas l'attention, celle de Mediapart, pas non plus, enfin, pas toujours. Je veux dire, il y a beaucoup d'exemples possibles et de mobilisations possibles à suivre. Ce qui retient l'attention, alors là, dans ce cas-là, il y a quand même, bien sûr, il y a la dimension du symbole, vin, femme, noires, pas toutes françaises, parlant avec un accent africain, il faut le dire, qui sont vraiment, je pense, dans l'imaginaire, le petit pousset, qui font plier un groupe hôtelier mondial, Accor, un géant mondial. Bon, ça retient l'attention, mais déjà avant, leur lutte était devenue un symbole, et c'est une question de durée quand même. C'est-à-dire que des gens qui sont en grève 8 mois, déjà, c'est quand même très long. Et ensuite, alors elles ont été, je ne sais pas si on peut dire aidées, mais le fait qu'il y ait du chômage partiel, elles avaient une partie, 84% de leur salaire. Pendant la crise sanitaire. Et même après. Ouais. Mais elles ont quand même continué à exiger des choses, à faire des actions toutes les semaines, régulièrement, tout le temps. Et donc presque 2 ans de combat, c'est vraiment très, très exceptionnel. Moi, l'autre exemple qui me vient en tête, c'est ce qui est devenu l'entreprise 1336, qui fabrique des thés dans une ancienne usine éléphant de Lipton à Aubagne. Et voilà, c'est Fralib, il s'appelle. Fralib. Et donc, le nom de leur marque, c'est 1336, parce qu'ils ont fait 1336 jours de grève. Ouais. Voilà. Et donc, pour une campagne présidentielle précédente, celle de 2012 sans doute, c'était devenu un symbole en fait. Ouais, une longévité tout à fait étonnante. Alors justement, cet intérêt des médias pour la grève des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles, la CGT Hôtel de Prestige, CGT HPE, qui les a accompagnés tout au long du mouvement, et d'ailleurs la CGT HPE accompagne beaucoup de mouvements du même genre, a joué visuellement de cette présence médiatique sur les réseaux sociaux. Alors je voulais juste vous montrer ce qu'ils ont fait par exemple récemment sur Twitter de la venue de l'humoriste Guillaume Meurice à la CGT. Donc on voit les deux porte-parole du mouvement, Guillaume Meurice avec son micro France Inter et Claude Lévy dont on va parler de la CGT. Et puis ils ont aussi repris des vignettes portraits de Bastamag, parce que Bastamag fait des portraits des syndicalistes, des militants de la CGT HPE. Et la CGT HPE, évidemment, a repris vos vignettes et les a mis sur son compte Twitter. On voit que c'est vous, parce que c'est marqué Basta. Je voulais vous demander, Olivier Petitjean, comment vous sentez par rapport à ça? C'est-à-dire, évidemment, c'est des combats pour lesquels on a de la sympathie, mais est-ce qu'on a envie d'être instrumentalisé à ce point sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas si dans ce cas-là, il s'agit vraiment d'une instrumentalisation. Ensuite, quand on produit des vignettes, des images comme ça... c'est fait pour. C'est fait pour que ça se diffuse, faire connaître un peu ce qu'on a écrit. Donc, je pense qu'on ne ressent pas ça comme une instrumentalisation. Ce n'est pas une déformation de ce qu'on a dit. Donc, en ce sens-là, c'est de plus en plus une partie de notre travail de journaliste aussi de produire ce genre de contenu. Et que c'est normal qu'il circule. Voilà. Alors, il y a un personnage dérangeant quand même dans cette histoire, c'est Claude Lévy, qu'on a vu tout à l'heure, de la CGT HPE, Hôtel de Prestige, un syndicaliste qui mène très efficacement les grèves dans le secteur hôtelier, qui a accompagné donc les femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles, sauf que Claude Lévy est accusé par un certain nombre de membres de la CGT, de népotisme, de comptabilité
douteuse de malversation, de concentration du pouvoir. On lui reproche aussi d'imposer aux salariés qui gagnent au prud'homme grâce à la CGT-HPE de verser 10% des sommes obtenues, alors que la CGT demande, non pas qu'on leur demande, mais qu'on leur propose. Alors, il a été suspendu de ses fonctions de secrétaire général par la justice. Le parquet de Nanterre, selon le Parisien, a ouvert une enquête pour escroquerie et abus de confiance. Claude Lévy, que j'ai eu au téléphone hier, me disait qu'il n'avait toujours reçu aucune convocation de la part du parquet de Nanterre. Alors, c'est le Parisien qui avait sorti cette affaire sur Claude Lévy, chevalier blanc des femmes de chambre soupçonnées d'escroquerie. Vous, Dan, vous avez fait un article. Vous, Bastamag, vous n'en avez pas fait. J'ai vérifié. Ni Le Monde, ni Libération, sachant que Basta, Le Monde et Libé ont beaucoup suivi la grève de l'Ibis Batignolles. Mais je précise qu'il n'a pas non plus été question de Claude Lévy quand Rachel Keke a été reçue par votre émission Mediapart à l'air libre pour la victoire de la grève. Alors, est-ce que un personnage comme ça, qui à la fois est extraordinairement efficace, mais qui est aussi controversé, est-ce que la presse de gauche est un peu mal à l'aise pour parler de lui? Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Petitjean, par exemple, qui n'avait pas dit qu'il était contesté, et que ses pratiques étaient contestées? Disons que ça ne nous a pas forcément semblé central dans l'histoire de la lutte de ces femmes de chambre. Donc c'est un aspect... Donc, est-ce que ça valait le coup, sachant que nous, on ne publie pas autant que Mediapart, on publie un article ou deux par jour en moyenne. On est revenu à plusieurs reprises sur cette lutte, mais on ne l'a pas suivi au quotidien. Ouais. Est-ce que ça valait le coup de faire un article spécifiquement sur ça? Est-ce que ce n'était pas accorder un peu trop d'importance à cette histoire? Oui, parce que sachant que c'est une histoire qui est très liée à du rififi interne, effectivement, à la CGT-HPE. Voilà, c'est pas... Est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Vous êtes dit non, on ne suivra pas le Parisien et on ne couvrira pas cette histoire? Est-ce que vous l'êtes dit de manière explicite? Non, on n'en a pas discuté, à ma connaissance en tout cas. Parce que donc, mais bon, comme j'ai dit, on publie nettement moins que Mediapart, donc on est un peu plus amené à prioriser certaines choses que sans rentrer autant dans le détail dans un aspect qui n'affecte pas vraiment la substance de cette lutte. Qui est périphérique. Dan Israël, vous avez décidé d'en parler. Oui, alors d'abord juste pour dire que sans doute, effectivement, on n'a pas cité cette affaire à Rachel Keke quand elle est venue en plateau, mais dans l'article que j'avais fait juste avant, je l'avais quand même recité. Et l'article précédent, donc, que j'avais fait peut-être 2 mois ou 1 mois avant leur victoire, quand elles étaient au prud'homme, là, comme on a vu dans le reportage, j'avais demandé explicitement à Rachel Keke de me parler de Claude Lévy et des accusations contre lui. Voilà. Après, comme elle est en soutien total, bon, voilà, on n'est peut-être pas obligé de redire à chaque fois, alors, vous avez un mentor qui est bizarre. Voilà. Nous, comment on en a parlé, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Basta, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aspect central de la lutte des femmes de chambre. En revanche, ça faisait plusieurs mois que, par divers canaux syndicaux, on me disait en tout cas à moi que regardez, Claude Lévy, il a beaucoup de casseroles au sens judiciaire, il est contesté, il y a des plaintes contre lui, il y a quelques condamnations pour du rififi interne, en effet. Donc ça, c'est un point que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice qui lui retire le poste de secrétaire général de son syndicat quand même. Donc là, on avait un élément tangible, clair et net pour le raconter. En plus, le jugement dit clairement que c'est parce que, selon le jugement, le congrès de son syndicat s'était pas passé de façon correcte, en tout cas aux yeux de la justice, et donc il fallait le refaire, et qu'en attendant, ça sera un administrateur. Congrès là dans les prochaines semaines, en juillet, je crois, peut-être fin juin. Donc il y avait cet élément-là. Et il y a un autre élément qui est celui effectivement de la position de ce syndicat et de Claude Lévy en particulier quand même, dans la CGT parisienne et dans la CGT en général. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de raconter à Mediapart. Alors, c'est pas du tout caché. Par ailleurs, je suis délégué syndical de la CGT. Je le dis toujours quand je parle des affaires internes de la CGT. Je l'indique en boîte noire. Redites-nous, vous êtes délégué... Je suis délégué syndical de la section CGT à Mediapart. À Mediapart. Voilà. Et j'ai été délégué du personnel pendant 5 ans. Je trouve que à Mediapart, quand on peut, je trouve que c'est important de raconter, d'être transparent, et puis de raconter que dans les syndicats comme ailleurs, c'est pas tout rose, c'est pas un monde de bisounours, il y a des conflits assez forts. Et en fait, à la CGT à Paris, il y a beaucoup de conflits assez forts. Et le fait que ce conflit se cristallise autour de ce qu'ils appellent les dons juridiques,
c'est-à-dire vous donnez 10% de vos sommes au syndicat, hein, pas gagnées au prud'homme. Ouais. Quand Claude Lévy, en gros, Claude Lévy est un redoutable expert juridique. Quand il accompagne un salarié au prud'homme, il y a de bonnes chances qu'il gagne. Donc voilà, et il dit toujours, ça serait bien, je vous incite, je vous propose fortement de verser 10% des sommes que vous avez gagnées, que vous n'auriez pas gagnées sans moi, ce qui est vrai, de les verser au syndicat. Pas à Claude Lévy, mais notamment, c'est ça qui alimente la caisse de grève du syndicat. Il y a un élément en fait, qu'on n'a pas dit, mais qui est très important, c'est que le syndicat, la CGT-HPE, est coutumière d'organiser des actions qui durent en général plutôt quelques jours ou quelques semaines dans les hôtels parisiens. Ouais. Et les grévistes sont soutenus financièrement. Ils touchent quelque chose comme 43 €, me semble-t-il, par jour de grève. Et ça, c'est alimenté par cette caisse de grève qui vient notamment des dons juridiques du syndicat. Donc ça, il y a une controverse à la CGT. Après, il y a un point sur lequel Claude Lévy ou Tizi Ricandi, qui est sa numéro 2, qui est très active aussi, il y a un point sur lequel ils reviennent moins, c'est qu'en plus, ils demandent des frais de dossier. Oui, que la CGT ne... Là, pour le coup, c'est simple, la CGT l'interdit. En fait. Alors, c'est pas des grosses sommes, et bien sûr que les gens qui ne peuvent pas payer, ils les soutiennent quand même s'ils ne peuvent pas payer. Mais néanmoins, ça, c'est clair et net, c'est contre les statuts de la CGT. Et donc, moi, je trouve ça intéressant quand on a des éléments tangibles. Pas juste, vous savez, il est méchant, ou vous savez, il s'est engueulé avec machin. Quand on a des éléments tangibles pour montrer qu'il y a des tensions, je trouve ça intéressant de les raconter. Olivier Petitjean, est-ce que si... Oui. Ce que j'ai dit, c'était vraiment pas dans l'esprit de dire qu'il fallait pas en parler. Au contraire, je pense que c'est important d'en parler. Mais nous, de notre point de vue, Basta, on n'avait pas vraiment grand-chose à justement ajouter par rapport à ce que fait Dan, etc. Donc on voulait pas non plus accorder une importance excessive. Mais je pense que c'est très important, comme l'a dit Dan, de parler de ces sujets qui sont cruciaux et surtout de ne pas donner l'air de les cacher. Oui. Après, je peux aussi dire que pourquoi on a le luxe d'en parler, c'est qu'à Mediapart, sur ces questions du monde du travail, il y a 2 journalistes en permanence. Donc, au bout d'un moment, on a le temps d'en parler. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi une question de moyens. Hein. C'est complètement une question de moyens et de la façon dont on met en avant ou pas un thème. Et à Mediapart, on peut dire que les questions sociales sont très largement mises en avant. Donc, on a le temps et le luxe de pouvoir le faire. Mourad Guichard, vous vouliez dire quelque chose sur cette affaire ? Oui, alors j'allais le dire avant que Dan ne le dise, mais je suis également syndiqué SNJ-CGT et j'ai été candidat notamment pour la commission de la carte. Non, s'interdire, non, mais c'est vrai que quand on voit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Emmanuel, que vous disiez ça donne la banane de voir ça. À faire. Alors, tout à l'heure, Dan parlait de petits poussets en parlant des femmes de ménage. Moi, je parlerais carrément de l'homme-peine prolétariat. Et elle cumule effectivement plein d'handicaps. Elles sont femmes, noires, étrangères pour la plupart. Elles font des métiers extrêmement ingrats. Et je pense quand même, tout à l'heure, vous parliez du Figaro, je crois, qui avait relaté cette affaire. Je crois que quand même la crise sanitaire est passée par là. Et ces fameux applaudissements... un peu hypocrite, mais bon, ça c'est mon point de vue, mais les applaudissements à 20h des personnels et l'importance qu'ont pris ces personnels dans la vie publique, je pense que, y compris le Figaro, a été obligé d'en parler parce que c'est juste une situation impossible. Et en plus, ça se termine par une victoire. Mais effectivement, on ne peut pas s'interdire d'en parler, simplement, comme disaient mes 2 camarades de jeu, il y a quand même l'importance de leur lutte. La victoire est bien supérieure aux errements d'un responsable syndical qui, par ailleurs, n'a rien à voir avec ce combat magnifique qu'ont mené les femmes. Je parle de leur il a à voir. Il a à voir. Non, mais pardon. Je veux dire que ces errements à lui sont des errements qui n'ont rien à voir avec la lutte victorieuse de ces femmes. Oui, bien sûr. Vous êtes tous les 2 délégués CGT, c'est ça Mourad, c'est ça le terme Je ne suis pas délégué, non, je suis syndiqué. Syndiqué, tout simplement. Je découvre que Dan l'est également, et ça, voilà, et je le salue. Mais alors, est-ce que ça peut influer sur... Alors, Dan, vous prouvez le contraire, puisque vous avez couvert les errements les difficultés de cette section de la CGT. C'est pas une question simple, en vérité. Hein. C'est quand même c'est un conflit d'intérêts réel. Donc, alors, après, j'applique une règle que j'ai prise à Arrêt sur Image il y a longtemps, c'est quand il y a un problème, on l'écrit, déjà, on le dit, on est transparent. Je ne peux pas dire que c'est pas. Mais la CGT vous a pas engueulé, par exemple Alors de fait, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Au contraire, en vérité. Parce que vous avez des infos. On peut avoir des infos et en fait les gens font alors, pour dire les choses, par exemple la CGT à Paris, il y a des responsables parisiens qui détestent Claude Lévy et l'inverse est vrai.
Il y a deux clans. Il y a vraiment deux clans. Bon, mais ces gens de la CGT à Paris sont des gens que je côtoie pas du tout dans mon cadre personnel. C'est-à-dire c'est en cadre professionnel. Je les ai déjà croisés sur d'autres dossiers, etc. Je pense que le fait qu'ils sachent ou que je leur dise parfois que je suis délégué, enfin que je suis en tout cas syndiqué CGT, les met un peu en confiance. C'est-à-dire je ne suis pas, le délégué régional du MEDEF en fait. Donc je pense qu'il y a un petit a priori sur le fait que je suis pas là pour dire beaucoup de mal du camp des travailleurs. Voilà. Même si, alors pour le coup, je suis rigoureux, je ne raconte pas n'importe quoi et je m'honore de raconter les choses. Oui, la preuve. Mais je ne peux que dire que ça dépend de moi, de fait, c'est certain. Alors, si je peux aller plus loin, une petite précision pour les téléspectateurs, il faut savoir que le SNJ-CGT a une particularité, c'est que ce n'est pas une fédération comme une autre. C'est-à-dire que c'est pas, quand on est à la santé, quand on est travailleur de l'industrie agroalimentaire, par exemple, on va faire partie d'une fédération. Le SNJ-CGT est complètement à part de la Donc SNJ, c'est Syndicat National des journalistes. CGT. Donc le SNJ-CGT, c'est la CGT des journalistes. Oui. Voilà, mais complètement à part des structures classiques. Elle a son propre congrès, c'est très particulier. Et y compris, notamment en région, par exemple, et là quand je disais pour Dan que je ne savais pas, on a rarement l'occasion de se croiser au cours de réunions, comme c'est le cas dans d'autres structures classiques. Donc vraiment, on est à l'écart de la CGT, je tiens à le dire. Ah, c'est intéressant. Okay. Oui, c'est vrai. Et dans l'univers CGT, le SNJ-CGT est le plus proche des mouvements sociaux en général, c'est-à-dire que ça ne les dérange pas du tout d'aller défiler avec des gens qui ne sont pas syndiqués ou des mouvements sociaux. Enfin, bon, je m'y retrouve moi tout à fait. Tous les gens de la section CGT de Mediapart, qui sont des journalistes et des non-journalistes, et nous sommes nombreux, nous sommes une vingtaine, sont plutôt contents de cette ligne, je sais pas comment, ligne politique, oui. Favorable aux mouvements sociaux et pas corporatiste. Voilà, exactement. Bon, on va se pencher sur Allo Bercy avec vous, Olivier Petitjean. Allo Bercy, c'est une émanation de l'Observatoire des multinationales, lequel est une émanation de Bastamag. Alors, j'ai quand même besoin que vous nous donniez des explications, Olivier. Qu'est-ce que c'est Allo Bercy ? Allo Bercy, en fait, c'est une émanation de l'Observatoire des multinationales et d'un individu qui s'appelle Maxime Combe, qui est un compagnon de route, un économiste qui est militant d'attaque et de beaucoup de casquettes, qui dès le début du confinement a commencé à suivre cette question des aides publiques Covid, parce que on se rappelle un peu plus d'un an, il y a eu ce slogan du quoi qu'il en coûte, et notamment le quoi qu'il en coûte, c'est des aides massives qui ont été débloquées au profit des entreprises, à la fois toutes les petites entreprises, mais aussi des grandes qui n'en avaient pas forcément besoin. Et très vite, à la fois Maxime, moi-même, du côté Observatoire des multinationales, d'expérience, on savait parce qu'on voyait ce qui se passait aux États-Unis ou dans d'autres pays au même moment, on savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer. Et qu'il y avait un risque que cet argent soit détourné pour des entreprises et leurs actionnaires qui n'en avaient pas vraiment besoin et qui n'avaient pas vraiment servi à la réponse à la crise. Donc, on a commencé à essayer de suivre ça. Et donc, c'est tout un processus qui a commencé de manière un peu modeste au début, pendant le confinement. Maxime faisait simplement des signalements sur Twitter. On a commencé à regarder les chiffres. En s'inspirant de Allo Place Beauvau, Allo Bercy, c'est pour un signalement. Je ne vais pas citer, mais effectivement, c'est une inspiration directe. Et Maxime on avait d'ailleurs parlé à David Dufresne. Je lui avais demandé une permission officieuse. C'est directement inspiré de Allo Place Beauvau de David Dufresne. Et donc c'est Allo Bercy, et donc c'est sur le fait que toutes ces aides publiques qui allaient à des très grandes entreprises, ces très grandes entreprises dans le même temps, ça donnait à des pratiques contestables. Donc d'une part décider de maintenir leurs dividendes au moment même où elles recevaient des aides publiques, au moment même où la France était confinée, où les travailleurs de première ligne portaient l'essentiel de l'effort de maintenir la société à flot, annoncer des licenciements malgré des aides publiques, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail de suivi qu'on a lancé à ce moment-là. Et donc effectivement, au cours du mois de mai qui vient de se finir, là, comme une année écoulée, les grands groupes du CAC 40 ont publié tous les chiffres, presque tous les chiffres sur ce qu'ils ont fait vraiment en 2020. Et donc on a fait un bilan à la fois et puis ils ont publié les chiffres de ce qu'ils ont fait en 2020. Ils ont aussi annoncé ce qu'ils allaient faire cette année ce printemps en termes de versement de dividendes. On va en parler, mais juste sur Allo Bercy, j'ai vu que vous faisiez un appel aux dons sur KissKissBankBank. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous voulez développer de l'investigation sur les aides publiques de l'État auprès des grandes entreprises, mais vous voulez aller plus loin. Il est question d'aller en justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, en fait, c'est lié. Donc, il y a vraiment un problème, on le sait, en France, on a un problème, y compris par rapport à des pays comme aux États-Unis, où il y a
quasiment aucune transparence sur les aides publiques aux entreprises. Donc, on a eu des gros débats sur le CIR, le CICE, donc des aides qui existaient préalablement à la crise Covid, où pendant jusqu'en 2015, je crois, les entreprises publiaient ce qu'elles touchaient, mais tout à coup, elles ont décidé de plus rien publier. Donc, au nom du secret fiscal, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas tout cet argent qui est de l'argent public, distribué par l'État, distribué par les régions, on ne sait pas où il va, quels sont les critères, etc. Et avec le Covid, donc, il faut savoir qu'avant même le Covid, les aides publiques aux entreprises étaient estimées à peu près 150 milliards d'euros par an en France. Donc, c'est quand même pas rien. Et avec le Covid, il y a eu des aides supplémentaires, ça a presque doublé peut-être. Et donc, pourquoi vous parlez d'action en justice Oui, j'y viens, pardon. Et donc, notre idée, c'est quand même d'utiliser les maigres outils, même s'ils sont maigres en France, sur l'accès aux documents administratifs et pour obliger autant que possible les pouvoirs publics et les institutions publiques qui distribuent des fonds à rendre publics les documents. Donc, c'est vraiment utiliser à la fois le droit européen sur l'accès aux documents qui est un peu plus poussé qu'en France, notamment sur toutes les questions environnementales, et le droit français pour lancer des procédures judiciaires, pour forcer les entreprises qui ne le font pas à publier certains comptes, ou faut forcer les pouvoirs publics à rendre public le maximum de documents. Mais alors, est-ce qu'on est dans le cadre du journalisme, en fait, quand on fait ça? Je me pose la question c'est une question très sincère. Hein. Je ne crois pas avoir moi de réponse, mais par contre, j'aimerais avoir la vôtre. Est-ce qu'on est dans le cadre du journalisme quand on envisage de poursuivre l'État en justice? Il y a des journalistes qui font des demandes d'accès aux documents administratifs et qui ensuite vont saisir le tribunal administratif pour avoir accès à ces documents. Je pense que ça se fait depuis des années et des années. Et donc, là, ce qu'on voudrait faire cet automne, c'est quelque chose d'un peu plus systématique, mais il y a d'autres médias qui l'ont fait, donc je ne pense pas que ce soit totalement inédit. Dans notre sens, comme je l'explique, c'est vraiment cette idée d'utiliser autant que possible, et je précise bien que on a dans un sens probablement peu de chance d'avoir vraiment tous les documents qu'on aimerait avoir ou toutes les infos qu'on aimerait avoir, mais on aimerait utiliser au maximum ce levier, parce que c'est important aussi d'utiliser les outils disponibles, même s'ils sont imparfaits, pour justement les pousser au maximum. Comme ces poursuites ont pour but d'obtenir des informations, de les rendre publiques, etc., pour moi, ça fait partie de notre métier de journaliste. En tout cas, on doit aussi lutter pour que des informations qui sont cachées soient mises sur la place publique. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Avoir des sources en interne, les lanceurs d'alerte. Et un des moyens, c'est d'utiliser les leviers judiciaires quand on peut les utiliser. La fameuse commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, auquel les journalistes font appel régulièrement, mais est complètement débordée. Donc, on a beaucoup de mal à obtenir les documents. Dan Israël, vous vouliez réagir? Oui, Olivier a dit tout ce que je voulais dire. À Mediapart, il y a pas mal de journalistes qui font régulièrement des demandes CADA. Je réfléchis pour savoir si ça va au-delà au tribunal administratif. Je ne crois pas, mais pour des questions à la fois financières, ça coûte de l'argent, et d'avocats de Mediapart débordés, j'imagine. Mais je sais pas, je pense par exemple à Camille Polony, qui suit notamment les questions policières et de liberté publique. C'est une grande habituée des demandes CADA, et parfois ça aboutit et parfois ça n'aboutit pas. Mais Laurent Mauduit fait ça aussi. Et je sais pas, vraiment de nombreux journalistes de Mediapart le font. Donc pour moi, c'est vraiment la même démarche. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer de systématiser les demandes et effectivement de pousser le système à sa limite pour voir aussi où il s'arrête. Voilà. Ou s'il ne s'arrête pas, c'est super, on aura plein d'infos. Alors, votre rapport a été quand même assez peu médiatisé. J'imagine vous allez m'expliquer ce que vous en pensez, mais je voulais vous montrer. On a retrouvé quand même des interviews de Maxime Combes, qui est votre collaborateur, qui est économiste, sur le fameux rapport d'Allo Bercy sur les aides publiques aux grandes entreprises pendant la crise sanitaire. Regardez. L'Observatoire des multinationales a fait ses comptes et pour lui, les grands bénéficiaires de cette pandémie, ce sont les actionnaires. Pour soutenir les secteurs impactés par la crise sanitaire, l'État français a sorti les grands moyens. 155 milliards d'euros d'aides publiques, comme le chômage partiel et les prêts garantis. L'économiste de l'Observatoire des multinationales, Maxime Combes, s'indigne de voir que dans le même temps, les grandes entreprises françaises du CAC 40 continuent de distribuer des dividendes à leurs actionnaires, 51 milliards d'euros, 22% de plus qu'en 2020. La question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si ces aides publiques n'ont pas simplement permis de garantir, quoi qu'il en coûte, un revenu très important pour les actionnaires de ces grands groupes. Les groupes qui sont le plus aidés dans le CAC 40, Renault, Safran, Airbus, sont les groupes qui licencient le plus. Pourquoi l'État met des billes
et autant d'argent dans des entreprises sans poser une condition. Vous avez une réponse ? Eh bien parce qu'on se la pose aussi cette question. Nous avons 65 000 suppressions d'emplois prévues pour l'ensemble du CAC 40, dont près de la moitié en France, Renault, Airbus, Safran. Quand on arrête l'économie, il faut que les entreprises soient aidées, mais qui a effectivement également des devoirs. Voilà, alors, on regardait les médias qui vous ont repris, donc Arte, Public Sénat, Mediapart, on n'est pas très étonnés, puis RMC. Plutôt une bonne chose. Est-ce que vous avez... Bon, je pense que vous avez le sentiment d'avoir été sous-médiatisé sur ce rapport. Comment vous avez analysé la médiatisation ? Effectivement, il y a certaines barrières qu'on n'a pas franchies, notamment au niveau des grandes chaînes de télévision, voire des grands médias nationaux. Donc Maxime s'est démené, on a eu beaucoup de contacts, et je pense il y a plusieurs raisons qui ont joué. Et l'une d'elles, c'est qu'il y a vraiment une stratégie à la fois de Bercy et des entreprises du CAC 40 de ne pas répondre. Et donc, on a eu plusieurs journalistes qui se sont un peu battus au sein de leur rédaction pour couvrir notre travail, qui sont heurtés à ce mur que les grandes entreprises, Total, Sanofi, ne voulaient pas répondre, Bercy ne voulait pas répondre. Donc, et pour une chaîne de télé, pas de répondant, c'est bloquant. C'est l'absence de contradictoire possible qui empêche, au fond, la médiatisation de votre rapport. C'est une des raisons. En tout cas, on sait que même au sein de parce que effectivement, dans toutes les rédactions, il y a des journalistes qui font leur travail et qui veulent porter ce genre de sujet. Mais là, effectivement, ça a été un des points qui a bloqué clairement. On a eu des retours, au moins deux exemples qui montrent que c'est ça qui a bloqué. Et les journalistes eux-mêmes avaient envie de publier l'article et c'est leurs chefs qui leur ont dit pas de contradictoire, pas d'article ? C'est le retour qu'on a, oui. Comment ça fonctionne par exemple dans une chaîne de télé. Non, bien sûr que non. Je l'aurais essayé. Alors, ce rapport, juste, revenons-y un tout petit peu. Moi, je l'ai pris comme une gifle. J'ai trouvé ça incroyable. Donc, le CAC 40 qui s'apprêtait à verser, avant la crise sanitaire, la somme de 64,7 milliards d'euros à ses actionnaires, malgré les appels à la modération de Bruno Le Maire. Donc, les 2/3 du CAC 40 avaient maintenu le versement de leurs dividendes. Et puis, finalement, 42 milliards ont été versés, donc moins. Mais là, un an plus tard, l'épidémie n'est pas terminée et ça repart déjà à la hausse en termes de distribution des dividendes. Vous nous dites que c'est BlackRock qui en bénéficie le plus, donc le fonds de pension américain qui est présent dans les grandes entreprises françaises, juste devant l'État français. Donc les bras armés financiers de l'État français en bénéficient aussi, le groupe Arnaud. Vous dites que la plupart des aides publiques n'ont été assorties d'aucune condition relative au versement des dividendes. Vous dites aussi qu'il y a plein de suppressions d'emplois. Vous dites c'est affreux. Certaines des entreprises les plus soutenues financièrement sont aussi celles qui suppriment le plus d'emplois. C'est absolument accablant. Est-ce qu'on pourrait regarder juste une minute là, on va regarder Bruno Le Maire. J'aimerais que vous montrez la manière dont Bruno Le Maire avait montré qu'il voulait qu'il n'y ait pas trop de versement de dividendes pendant la crise sanitaire. Est-ce que les entreprises qui recourront au chômage partiel pourront quand même verser des dividendes ? Je les invite à faire preuve pour toutes les entreprises qui ont accès aujourd'hui au chômage partiel, c'est-à-dire qui ont leurs salariés payés par l'État, à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et j'irai plus loin. Soyez exemplaires. Une grande entreprise aujourd'hui qui dit voilà, moi je suis obligé de reporter le paiement de mes charges sociales et de mes charges fiscales parce que j'ai pas de trésorerie. Mais si vous n'avez pas de trésorerie pour payer vos charges sociales et fiscales, vous n'avez pas de trésorerie non plus pour payer vos actionnaires, donc vous ne versez pas de dividendes. J'ai demandé à ce qu'il y ait une réduction globale de 30% au minimum des dividendes pour les grandes entreprises, qu'aujourd'hui beaucoup de grandes entreprises ont commencé à le faire, qu'elles soient dans le secteur public comme EDF ou dans le secteur privé comme Accor ou comme Hermès. Donc le mouvement est enclenché. Alors, qu'est-ce que ça vous fait C'était en mars-avril 2020. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder ces engagements de Bruno Le Maire, Olivier Petitjean ? Faut dire qu'à l'époque, on a vraiment entendu tout et n'importe quoi de ce point de vue-là. Il y a eu des annonces. Certains ministres ont annoncé que, par exemple, au chômage partiel, il y aurait des conditions sur la rémunération, que les PDG devaient réduire leur rémunération. Il y a eu d'énormes annonces du gouvernement qui annonçaient que les entreprises allaient prendre des engagements verts, climatiques. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de lutte souterraine qui s'est jouée où le gouvernement disait ce serait bien de faire ça, et les entreprises ont purement et simplement déjà, il y a un an, refusé de prendre des engagements concrets. Et le gouvernement, à l'époque, a choisi de ne pas employer la manière forte, comme sur plein d'autres sujets, d'introduire des conditions contraignantes.
Et là, on est 1 an plus tard et le gouvernement prend même plus la peine de tenir ce genre de discours. Il fait comme si c'était normal que le CAC 40 reprenne le versement de dividendes à des niveaux presque équivalents à la période avant la pandémie, mais alors qu'on était encore en France en plein confinement. Bon, voilà, je vous incite à lire le rapport d'Allo-Bercy, dont j'ai oublié le nom. Vous pouvez nous redire le nom exact du rapport, Olivier? Pas d'aide publique à Bercy, pas d'aide publique aux grandes entreprises sans condition. Voilà, pas d'aide publique aux grandes entreprises sans condition, que vous pouvez trouver sur le site d'Allo-Bercy, sur l'Observatoire des multinationales. Alors, on va faire un tour à Orléans avec vous, Mourad Guichard. On a fait arrêt sur image plusieurs articles sur l'impact de 2 de vos précédents récents scoops. Alors, le premier, c'est vous qui avez sorti la fameuse histoire du documentaire de la mairie d'Orléans sur les fêtes de Jeanne d'Arc, avec la voix off de la journaliste d'extrême droite Charlotte Dornelas, docu refusé par France 3 grâce à vous, si je ne m'abuse, dont on avait amplement parlé lors du premier Club Indé. Et pour ceux qui n'avaient pas vu notre premier Club Indé, mais qui ont peut-être vu ça sur arrêt sur image, en fait, Pascal Praud, toujours lui, avait mentionné à plusieurs reprises le nom du directeur de France 3 Centre-Val de Loire, au point qu'il avait reçu, ce monsieur, des menaces de mort pour avoir refusé le documentaire sur les fêtes de Jeanne d'Arc de la mairie d'Orléans. Est-ce que vous nous raconteriez l'itinéraire de ce scoop, Mourad ? En fait, oui, bien sûr, avec plaisir. J'apprends. Donc, il y a le lundi, alors je crois qu'on est à la fin du mois d'avril, le lundi après-midi à 14h se tient une conférence de presse présentant l'alternative aux fêtes Jeanne d'Arc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire pour tout le monde, les fêtes Jeanne d'Arc, c'est une grosse institution où, en gros, vous avez à la fois le clergé, vous avez les politiques et vous avez le corps judiciaire également, qui défile, tout ce petit monde défile au coude à coude dans les rues de la ville, avec devant une jeune femme qui incarne. Alors le terme c'est pas exactement incarné, mais c'est à peu près ça, qui incarne Jeanne d'Arc, qui a été choisie dans une école catholique et qui est une fille évidemment de bonne famille et qui a fait plein de bonnes choses dans sa vie. Et donc cette année avec la crise Covid, c'est pas possible. Donc il propose de faire un documentaire qui va être financé entièrement par la ville et qui va faire parler Charlotte Dornelas. Et ça, je l'apprends avant la conférence de presse. Et j'appelle donc le directeur de France 3 qui est là depuis très peu de temps. Et je lui fais part de cette information que j'avais vérifiée, que France 3 s'était, dans un premier temps, engagé avec des réserves, mais engagé quand même à diffuser ce fameux documentaire. Et je trouvais ça juste hallucinant, parce qu'il faut bien comprendre qu'une chaîne du service public, c'est pas un déversoir, c'est pas une poubelle, on peut pas y déposer n'importe quel déchet. Et en l'occurrence, là, on parle pas d'un documentaire, on parle d'un publi-reportage fait à la gloire de la mairie d'Orléans, à la gloire de l'armée, à la gloire de Jeanne d'Arc, payé par la mairie. C'est juste intenable. Et comme et vous l'avez sorti où, cette information, au début C'était le Canard ou c'était Mag Centre? C'est le Canard en premier. C'est le Canard le mercredi suivant. Mais quand je vais à la conférence de presse à 14h, je sais déjà que le patron de France 3 Centre-Val de Loire, qui est un vrai journaliste, a tout de suite tilté et m'a dit c'est hors de question, j'annule cette proposition. Et ce qui a rendu foudrage le maire de la ville, le très droitier Serge Grouard, qu'on retrouve de plus en plus régulièrement sur CNews, chez Pascal Praud d'ailleurs, avec Dornelas, comme par hasard, et qu'on retrouve également sur Sud Radio. Enfin, vous voyez, des choses pas spécialement, c'est pas Bastamag, quoi. Donc, il devient fou furieux, et c'est lui le premier qui balance en pâture sur ses comptes personnels, qui balance en pâture le nom des responsables de France 3, dont le directeur, qui sera plus tard, et grâce à son ami Pascal Praud, qui aura effectivement prononcé son nom à l'antenne à plusieurs reprises, sera menacé de mort. Et donc, effectivement, on a vu Serge Grouard sur le plateau de Pascal Praud évoquant cette affaire à plusieurs reprises. Ouais. Absolument, il l'a pris pour un truc personnel. Et pour la petite histoire, le dernier conseil municipal où il y a eu un claquage de porte de l'opposition, c'est fait pendant 1 heure, c'est construit autour de ça, autour de l'affaire Jeanne d'Arc. Mais du coup, vous êtes persona non grata à la mairie, Mourad. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe pour vous localement quand vous sortez des grosses affaires comme ça? Parce que c'est pas pareil de sortir ça à Paris et de sortir ça à Orléans. Ah non, je suis complètement persona non grata. C'est-à-dire que le Serge Grouard, qui a chanté la Marseillaise au moment des attentats de Charlie et qui a lâché des ballons pour Florence Aubenas, en fait, la presse, il fait un tri sélectif de la presse. Et suite à cette affaire, par exemple, il a interdit à la presse de venir à 14h le jeudi pour venir filmer Jeanne d'Arc. Et à 18h, il décidait finalement que la presse pouvait venir, sauf moi, évidemment. Mais tous les autres confrères, ils sont allés avec une fierté, une dignité qui me semble un petit peu discutable quand même. C'est-à-dire qu'il fait
la pluie et le beau temps, ils décident qui sont les bons journalistes, qui ne sont pas les bons journalistes. Malheureusement, je fais partie des mauvais journalistes. Et alors, vous êtes fait un autre ami à la mairie d'Orléans, la personne d'un adjoint, Jean-Paul Imbaud, qui se trouve être un célèbre horticulteur de la région, qui prétend depuis des années, enfin des dizaines d'années, qu'il était meilleur ouvrier de France, qui est quelque chose de très honorable. Et toute la presse locale reprenait cette étiquette de meilleur ouvrier de France pour Jean-Paul Imbaud. Et vous, boum, vous avez révélé que c'était faux, qu'il n'était pas meilleur ouvrier de France. Alors là encore, tout le monde vous déteste à Orléans depuis, enfin surtout à la mairie. Tout le monde me déteste. Non, c'est-à-dire que les pouvoirs locaux, oui, bien sûr. Et parmi les pouvoirs locaux, malheureusement, il y a aussi certains médias locaux qui ont un monopole total. Monopole qui est né d'un Yalta, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez à Orléans, vous n'avez qu'un journal local. La République du Centre. La République du Centre. Et donc, je les considère. D'ailleurs, ils se considèrent eux-mêmes comme des partenaires. Partenaire du sport, partenaire du Festival de Loire, partenaire d'un certain nombre de choses. Donc on n'est plus tellement dans le journalisme, mais vraiment dans le partenariat. Et je trouve que parfois, il se trouve qu'ils font partie de ces pouvoirs plus que de jouer leur rôle de contre-pouvoir. Donc voilà, détester, oui, mais quand on est détesté par ces gens-là, ça va. On n'est pas, je pense qu'on fait un peu. On peut quand même travailler ? Oui, bien sûr. Oui, parce que si vous voulez, il y a une croyance, et là, je pense que les confrères en plateau et en visio partageront ce point de vue, c'est qu'il y a une croyance toujours que c'est par le haut, c'est en étant bien avec les autorités qu'on va obtenir des informations. En fait, on n'obtient pas d'informations quand on est bien avec la mairie, on obtient de la communication. Et d'ailleurs, le dernier journaliste qui s'autoproclamait journaliste d'investigation a fini par être embauché au cabinet du maire. Vous voyez un peu le niveau quand même. Et du coup... De qui parle-t-on ? Je ne veux pas donner son nom parce que ce n'est pas dominant. C'est sur le principe du fait qu'on peut passer de journaliste d'investigation et créer un mini Mediapart, c'est comme ça qu'il l'appelait, son journal, créer un mini Mediapart et rentrer le lendemain au cabinet du maire. C'est quand même un peu particulier comme sens de l'investigation. Et du coup, voilà. Et donc, je n'ai pas besoin, et on n'a jamais besoin d'avoir des accointances avec le pouvoir pour avoir des informations. C'est vraiment toujours les gens en bas qui vont nous filer des informations. Et il se trouve, pour parler de Jean-Paul Imbaud et de son faux diplôme de meilleur ouvrier de France qu'il a promené en bandoulière pendant un demi-siècle, 53 ans. En fait, 53 il avait des ans. Ah oui, quand même. Il avait des papiers dithyrambiques. D'ailleurs, Pauline d'Arrêt sur Image a fait un excellent papier. Pauline Bock. Oui, absolument. Elle a fait un excellent papier où elle pointe le fait que le fameux nettoyage, c'est-à-dire que la République du Centre, une fois que l'affaire est su, ils sont allés nettoyer en douce un soir les articles. Et ils sont allés nettoyer les articles en enlevant la mention de meilleur ouvrier de France, mais sans prévenir leurs lecteurs, ce qui contrevient parfaitement à la charte déontologique qu'eux-mêmes ont signée. On voit les articles avant et après nettoyage de la mention meilleur ouvrier de France. Là, ça, c'est vous qui avez fourni cette précision-là que moi, je n'avais pas. Donc, y compris en faisant un article sur cette affaire-là, vous avez réussi à trouver, Pauline a réussi à trouver encore du nettoyage qui a été fait en douce, sans prévenir personne. Donc, vous imaginez effectivement que je ne me fais pas que des copains. Mais c'est pas notre métier de faire du copinage et de faire... Voilà. Il y a déjà une espèce de Rotary à ciel ouvert, comme dans beaucoup de villes de province, où tout le monde est copain avec tout le monde. J'estime que voilà, il faut peut-être penser à un autre logiciel. Alors je profite pour dire que nous allons inviter au Club de la Presse, au Club Indé, des médias locaux d'investigation, des médias locaux d'enquête qui sont de plus en plus nombreux, qui font un travail en général très courageux et que Mediapart d'ailleurs soutient de diverses manières. On peut parler de Mars Actu par exemple. Mars Actu, on est carrément Mediapart est carrément actionnaire de Mars Actu, bien sûr toujours minoritaire, mais il cherchait de l'argent pour se relancer. Donc Marie-Hélène Smedjian, directrice générale de Mediapart, a des règles très précises sur comment Mediapart peut s'engager. Donc notamment, on peut prendre des parts minoritaires dans des entreprises de presse avec un projet sérieux. Voilà, donc on vous fera découvrir ces médias locaux d'investigation qui font un super boulot. Alors, pour terminer, je voulais répondre aux questions de nos abonnés parce que vous nous avez envoyé des questions suite au Club Indé du mois dernier. Peut-on s'abonner à plusieurs médias indépendants à prix préférentiel ? Eh bien, la réponse est oui. Grâce à la presse libre que vous allez voir sur l'écran, donc qui vous propose de vous abonner en un seul paiement à plusieurs médias, Les Jours, Arrêt sur Image, Alternative Écho,
hors série qui est lié à Arrêt sur Image, des beaux entretiens de hors série. Gamecult, je pense que c'est un journal de jeux vidéo, si je ne me trompe pas, et Mediapart qui n'a mis qu'un seul pied. Il faudrait que vous fassiez quelque chose dans la presse libre, parce qu'on peut s'abonner à Mediapart via Arrêt sur Image, mais l'inverse n'est pas vrai. Je ne suis pas directeur général de Mediapart. Il faut faire quelque chose quand même. Votre autre question, c'était comment soutenir les médias indépendants, même si on n'a pas le temps de les lire, et c'est vrai qu'un certain nombre d'entre vous sont débordés d'informations, mais ont envie de soutenir, et ben on peut aussi. On va sur le site de J'aime l'info, qu'on voit ici, et on donne des sous, alors sans contrepartie cette fois-ci, c'est-à-dire que vous n'êtes pas abonné. Par exemple, vous donnez de l'argent à Arrêt sur Image. Adèle nous montre précisément, très opportunément, la page d'Arrêt sur Image dans J'aime l'info. Mais vous pouvez donner de l'argent et c'est déductible fiscalement. Voilà. Et dernier petit point intéressant, un nouveau crédit d'impôt vient d'apparaître pour un premier abonnement à titre de presse. Depuis le 9 mai jusqu'au 31 décembre 2022, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sans condition de ressources, c'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôt, eh bien l'État vous remboursera une partie, 30% du montant de votre abonnement, votre premier abonnement à titre de presse. Donc je vous incite évidemment à vous abonner à un titre de la presse indépendante. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire contre la zémourisation de l'information. Soutenez la presse indépendante, elle vous rendra au centuple par la qualité de son journalisme. Merci à tous les trois. Merci Mourad Guichard, Olivier Petitjean, Dan Israël. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Arrêt sur Image. Mon petit doigt me dit que ce sera avec un certain Daniel Schneiderman.